Des hôtels particuliers, des appartements avec terrasse, mais aussi du design pour décorer le bel immobilier. On va rêver dans cette émission. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui pour parler immobilier haut de gamme, mais aussi mobilier, parler de design, de création et puis nous faire rêver. Charles-Marie Jotras, bonjour. Bonjour. Président du groupe Daniel Féault, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier de luxe en France et qui rayonne particulièrement à Paris. Et Julien Gorias, bonjour. Bonjour. Designer, créateur, entrepreneur avec le studio Carbone 14. En guise d'introduction à tous les deux, quand on parle de beauté, quand on parle de bel immobilier, alors on pense à l'emplacement, on pense aussi à l'architecture, l'organisation des espaces, les aménagements, la décoration, le luxe sur mesure. Chacun en fait a un peu ses critères, ses définitions. Quels sont les vôtres ? Que représente le luxe pour vous, Charles-Marie ? Pour moi, et surtout pour nos clients, le luxe, c'est d'abord c'est un quartier, ce sont des belles surfaces, c'est une hauteur sous plafond. C'est un élément qu'on oublie, mais difficile d'avoir un appartement luxueux s'il n'y a pas une très belle hauteur sous plafond. Évidemment, ça peut être un hôtel particulier dans Paris. Ce sont des surfaces extérieures qui ont pris beaucoup de valeur, si je puis dire, après le Covid. Les jardins, les terrasses. C'est une vue. C'est une absence de nuisance, donc pas de bruit, c'est de la lumière, enfin voilà, c'est tout ça. Julien, le luxe. Dans le mobilier, on va dire que c'est avoir la force de pouvoir mettre un visage derrière un objet ou une pièce de mobilier et d'avoir un visage de quelqu'un qui est passionné, qui quand il nous parle, il est passionnant et tout à coup, on se rend compte que tout ce qui nous paraît parfois des détails futiles est réfléchi, mesuré. Et le travail de l'artisan qui vient sublimer la matière est vraiment très impressionnant. Très bien. On reviendra justement avec les différents travaux, Julien, que vous menez. Alors, avant de voir aussi en images quelques biens d'exception, Charles-Marie, comment tout d'abord se porte ce marché de l'immobilier de luxe et notamment à Paris ? Alors, ce marché a connu en 2023 un basculement du rapport de force entre les vendeurs et les acheteurs. Il faut savoir que le marché immobilier parisien est un marché dont la structure est la pénurie, puisqu'on ne construit plus et on ne construira plus à Paris. On a tout fait pour ça, toutes les réglementations sont là pour qu'on ne construise plus. Donc l'offre, elle se résume à des biens qui viennent à la suite d'une succession, d'un divorce, ou des gens qui veulent monter en gamme ou descendre en gamme. Donc ça, c'est la structure du marché parisien. C'est pour ça que sur longue période, les prix ne cessent de monter. Bon, donc c'est ce qu'on appelle un marché de vendeurs. C'est lui qui, normalement, tient le manche. Il arrive tous les 5, 6, 7 ans que, à la suite d'un élément extérieur, un catalyseur extérieur, ça peut être la guerre du Golfe, ça peut être bien avant l'arrivée de M. Mitterrand au pouvoir, c'est la crise des subprimes, et là récemment ça a été l'augmentation brutale des taux d'intérêt après un niveau de taux d'intérêt historiquement bas. Il arrive que ce catalyseur fasse que ce sont les acheteurs qui disent non, moi je joue plus. Même dans votre segment de marché, parce qu'effectivement, il y a eu un ralentissement sur l'immobilier, on va dire, généraliste, et on a pu se dire, mais dans le luxe, c'est un peu à part. Vous avez tout à fait raison. Mais on va parler d'abord globalement, après on peut rapidement segmenter. Mais globalement, c'est ce qui s'est passé en 2023. Augmentation des taux d'intérêt en 2022, et là, ça a été l'élément déclencheur de ce basculement des rapports de force. Et autant les acheteurs à la hausse suivent toujours, autant lorsque c'est eux qui disent non, moi je joue plus, ça va peut-être baisser, etc. Là, les vendeurs mettent un petit peu plus de temps. Et on est passé de 1 à 4% au niveau des taux d'intérêt très rapidement. Voilà, en fait, ouais. Même si pour une bonne partie de notre clientèle, elle n'emprunte pas, donc, mais elle a suivi le marché global. Sauf pour le luxe, pour le super luxe, on pourra en parler. Bon, donc l'année 2023 a été l'année de baisse des prix. Et ce que nous constatons maintenant depuis plusieurs mois, et notamment
au cours des 2 ou 3 derniers mois, c'est que la baisse des prix qui est effective, puisque les notaires ont parlé d'une baisse des prix entre 8 et 9% à Paris, ça c'est global là encore, hein, à la suite de cette baisse des prix, comme on l'a connu plusieurs fois dans le passé, on a retrouvé un nouvel équilibre, et ce que je constate aujourd'hui, c'est que la fluidité revient. On va faire un mois de mars, par exemple, qui est excellent. Ça repart, il y a à nouveau un dynamisme sur le marché de l'immobilier. Il y a une grande amélioration de la fluidité du marché, y compris et sur les segments qui étaient les plus impactés par cette hausse des taux d'intérêt, c'est-à-dire le segment, disons, familial, classique, familial bourgeois. Pour nous, c'est entre 1 et 3 millions d'euros, quoi. La clientèle, quelle est aussi la part des acquéreurs étrangers à Paris sur ces biens typiquement? Pour nous, chez Daniel Féault, entre 1 et 3 millions d'euros, on a un acquéreur, on a une vente sur 5 dans lesquelles il y a un étranger. Au-delà de 3 millions d'euros jusqu'à 10 millions, on a 33% de nos ventes dans lesquelles il y a un étranger. Et au-delà de 10 millions d'euros, on passe à 47%. Si on met la barre à 40 millions, ça va être beaucoup plus proche de 80%. Quels sont les quartiers porteurs? Et puis, y a-t-il un effet JO ou pas? Alors, s'il y a un effet JO sur le marché de la vente, il n'est pas nécessairement très positif, notamment dans les quartiers les plus touchés par les cérémonies. Voilà. Mais non, il n'y a pas... Pas sur les séjours de biens de luxe pour séjourner à Paris pendant cette période? Je ne suis pas certain que dans le luxe, les gens aient vraiment eu... On a fait on a loué effectivement à des prix assez importants pour des grandes personnalités étrangères, des biens, mais c'est resté relativement anecdotique. En plus, c'est pas une activité. Bon. Alors, Charles-Marie, on va voir justement en images aussi, pour nous faire rêver, les plus beaux biens qui ont été vendus ces derniers mois par Daniel Féault. On va les voir en images avec notamment Louvciennes. Alors, de quoi s'agit-il à Louvciennes? Louvciennes, c'est une vente un peu assez exceptionnelle. C'est peut-être un record mondial. C'est de l'ordre de 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Et c'est un château qui a comme particularité d'être tout neuf. Alors que sur le marché des châteaux en France, vous pouvez avoir un beau château dans un état courant pour quelques millions d'euros, on va dire. Là, il est proche de Paris, il y a un territoire autour, un petit territoire, mais il est tout neuf et il y a effectivement un acquéreur qui n'est pas français, comme vous pouvez l'imaginer, qui a été séduit par ce magnifique château. Ça a été évidemment une vente absolument incroyable, record. D'autres biens qui ont été vendus aussi par le groupe Daniel Féault, dans le 16e arrondissement, quai de New York par exemple. Oui, c'est un hôtel particulier, là aussi acheté par une personnalité du Golfe. C'est vrai que les hôtels particuliers, il en vient un ou tous les ans, parfois un peu plus, mais les hôtels particuliers bien placés dans Paris, j'entends, ils s'adressent à une clientèle très fortunée, française, mais surtout étrangère. Voilà. Et sachant que pour ces biens qui dépassent 50, 60, 70 millions, c'est souvent des gens originaires du Golfe Persique. Très bien. Et les plus beaux biens actuellement à la vente dans le groupe Daniel Féault, de ce que vous pouvez dire, quels sont-ils? Nous avons, on a de très beaux appartements. Il y a le choix, mais s'il fallait en retenir un ou deux. Non, on a quelques très belles maisons. Ce qui est très recherché quand même, c'est toutes les qualités que l'on évoquait tout à l'heure, et le fait d'avoir un jardin à Paris, le fait d'avoir une terrasse avec une vue, ce sont des choses extrêmement recherchées. Et c'est vrai que aussi, on peut dire que pour cette clientèle fortunée, française ou étrangère, le fait d'avoir un bien dans lequel ils peuvent rentrer, même s'ils vont mettre leurs pattes, mais qui est en parfait état, qui a été remarquablement décoré, c'est un élément très important. Très bien. Alors justement, la transition avec la décoration, le design, l'architecture, qui sont liés au métier de l'immobilier, plus il y a finalement de transactions, plus vous travaillez pour les aménagements intérieurs, le mobilier. Qu'est-ce qui relie, Julien Gorias, l'immobilier au travail de designer?
Eh bien, c'est une très bonne question, mais on a vu des photos de merveilleuses pièces, et donc on voit tout de suite, on rentre comment dans l'immobilier par la photo du mobilier. Et là, c'est très intéressant, parce que dans toutes les photos qu'on vient de voir, à chaque fois, on a pu voir des pièces de designers très célèbres du monde entier. Et donc, c'est une manière de rentrer finalement dans les murs et aussi de se projeter. Voilà, donc c'est sûr quand on voit un fauteuil Pierre Paulin, quand on voit Le Corbusier ou Eames, etc., on va avoir tendance à se dire ah tiens oui je reconnais, ce sont des formes qui me plaisent et qui m'attirent. Et donc finalement la valorisation d'un bien, on le sait, un bien immobilier se vend mieux quand il est habité, ou en tout cas quand il est bien habité. Eh bien ce choix de mobilier il est j'allais dire critique et très important pour valoriser ce bien. Alors, parlez-nous de votre travail, Studio Carbone 14. Il y a beaucoup de choses dans différents domaines. Tout à fait. Une chaise. Voilà, alors tout à fait. Alors nous, on est spécialisé dans la fabrication d'objets, dans le dessin de mobilier et d'objets. Il y a par exemple la chaise qui s'appelle la chaise qui cache la forêt, qui est une chaise en frêne, qui est collée avec de la colle poisson, qui est une colle traditionnelle d'ébéniste, et ensuite cirée avec de la cire d'abeille. Donc c'est finalement une chaise qui n'est que naturelle, et donc dont on pourrait imaginer qu'on puisse le laisser dans la nature sans lui porter atteinte. Et donc dans cette optique-là, je me suis amusé à emprisonner des graines d'arbres et de fleurs dans les pieds. Comme ça, si un jour vous êtes fâché avec votre chaise, eh bien, vous pouvez la laisser à la forêt et pourrez rendre à la nature le bois que vous avez pris pour faire exister cette chaise. Cette histoire, elle est surtout là pour vous montrer comment on peut raccourcir, comment on peut utiliser des matériaux nobles sans grande transformation, sans utiliser de polymère, de façon simple, mais avoir un produit désirable, contemporain, moderne, sans tomber finalement dans une espèce de sinistrose, toujours associée à cette cause environnementale qui est très importante, mais qui ne doit pas nous faire perdre ni la joie, ni l'espérance. Absolument. Et avant de voir aussi en images d'autres réalisations, vous avez été exposé chez Féo Boiserie, au Mobilier National, avec la visite notamment de Brigitte Macron. Vous avez travaillé pour de grandes maisons de luxe, LVMH, Hermès, beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Alors j'ai eu la joie de rentrer dans les collections du Mobilier National avec cette table basse que vous voyez qui s'appelle la table basse Tori, qui est une table basse qui s'inspire d'une estampe japonaise des années 30 et qui s'amuse à se demander comment les objets vont vieillir. Donc cette table, elle est peinte de 12 couches de peinture successives. Sous le rouge se trouve le blanc de la neige et sous le blanc de la neige, le bleu de l'eau. Donc l'idée, c'est que si un jour cette table venait à vieillir, à se faire griffer, elle viendrait découvrir une couleur, et plus elle va vieillir, plus elle va créer un motif qui la rend à la fois singulière, mais qui crée une connexion entre vous et cette table. Et ça, je crois que cette histoire a beaucoup plu au Mobilier National, comment justement le mobilier il s'intègre dans le temps, comment cette institution multiséculaire portée par Hervé Lemoine, qui est un vrai moteur en France du design, peut s'inscrire dans le temps. Voilà. Pour combien de temps sont faites les choses ? Une lampe qui va de soie, S-O-I-E, façonnée à la main, 100% naturelle. Tout à fait. Donc là, l'idée, c'était de pousser justement ce lien qu'il peut y avoir entre des produits 100% naturels et le luxe absolu. Donc ici, c'est une lampe qui est réalisée par l'atelier Séricine dans les Cévennes, à partir de mûriers français et de verre à soie français. Et donc, cette lampe, elle n'est que de soie. C'est-à-dire qu'elle est auto-portée par 2 modules de soie qui se répètent. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'être dans la pure expression de la matière, qui fait une très, très belle lumière. Et puis, de montrer qu'on peut à la fois arriver dans le luxe à ce très très haut niveau d'exigence, et en même temps dans ce très très faible niveau de complexité. C'est toujours dur d'être simple, mais d'avoir juste l'objet tel quel, et bien sûr un câble et une ampoule qui viennent faire de la lumière. C'est pas que de la Et vous serez exposé bientôt à Milan, notamment. Tout à fait. Alors, j'ai la joie d'être représenté à l'Institut français de Milan pendant justement le salon du meuble à Milan, grâce au French... Qui a lieu en avril. Qui a lieu, mi-avril, ouais. Grâce au French Design 100, qui est un prix qui honore les designers français qui ont un rayonnement international. Et puis, je serai aussi présent au Labo, qui est un lieu d'exposition, donc à Milan pendant le salon du mobilier. Très bien. Alors avec tous les deux, on va se pencher aussi sur à la fois le mobilier de demain et l'immobilier de demain. D'avoir vos observations aussi, Charles-Marie, avec votre expérience sur cet immobilier. Qu'est-ce que vous voyez poindre comme tendance ?
Parce qu'on a parlé aussi beaucoup du clé en main. Oui, bon, l'immobilier, c'est une chose, par définition, qui ne bouge pas beaucoup. Hein. Oui, et qui fait rêver aussi. La tendance, si on peut... Bon, c'est vrai que depuis maintenant quelques années, et c'est une tendance qui se renforce, nos acquéreurs fortunés, qu'ils soient français ou étrangers, apprécient de plus en plus, voire même exigent, de rentrer dans des biens dans lesquels ils n'ont pas trop de travaux à faire. Et c'est vrai que c'est devenu... il y a d'ailleurs de plus en plus de décorateurs, etc., qui parfois même achètent des biens. Je donne toujours cet exemple, qui remonte à quelques années, mais d'un appartement qui avait beaucoup de mal à se vendre sur la Seine, 400 et quelques mètres carrés, qui avait beaucoup de mal à se vendre à 12 000 euros du mètre carré, parce qu'il n'y avait pas eu de travaux depuis 50 ans dedans, et puis un marchand de biens, décorateur l'a acheté, et on lui a vendu, et on lui a revendu beaucoup plus cher que ce qu'il avait acheté, parce que simplement, on est 450 mètres carrés avec des travaux à faire sur la Seine, en plus, sur les quais, c'est passant, donc c'est pas quelque chose qui va attirer beaucoup la clientèle française. Par contre, pour un étranger, la première des choses qu'il veut avoir, c'est une carte postale devant les yeux. Là, il avait une carte postale devant les yeux. L'autoroute en bas, ça ne le gênait pas trop. Et un étranger ne va pas acheter un appartement avec des mois de travaux à faire. Voilà. Julien, sur les tendances, alors là, sur le mobilier. Voilà, le mobilier, c'est un peu ce que je disais en introduction, c'est vraiment associer un visage à un objet. Je crois que c'est vraiment le tournant, on voit bien que... Mais sur la prise de conscience environnementale, est-ce que ça aussi, peut-être, sont des choses qui vous relient tous les deux, non ? Oui, alors bien sûr, en tout cas dans la rénovation, aujourd'hui, on voit bien que c'est devenu une demande des clients. Et à juste titre, moi je pense que c'est encore mieux quand à la fois ça a un impact sur l'environnement et économique, c'est-à-dire qu'on peut trouver des matériaux biosourcés qui coûtent souvent moins cher. Alors bien sûr, il faut réussir à ce pari qui est assez compliqué. Sur le mobilier, il y a bien sûr cette rigueur. Moi je pense qu'il y a de plus en plus, on cherche de la singularité. On essaie de retrouver des marqueurs spécifiques de créateurs. On veut qu'il y ait de l'âme, on veut que c'est de la vibrance, on veut que ça raconte une histoire. Et moi, je pense qu'il y a vraiment cette question du monomatériau qui est très intéressante, parce que c'est vrai que quand on fait une table comme celle-ci qui est entièrement en bois, la question du recyclage se pose pas. Le bois, par essence, ça pousse, et puis derrière, on peut le réemployer, on peut en faire du feu. Enfin voilà, c'est le bois, quoi. Donc ça, c'est vraiment un matériau de prédilection. Charles-Marie, sur l'investissement, on parle aussi beaucoup de Parisiens qui ont pu partir ou acheter une résidence semi-principale ou secondaire. Vous n'êtes pas qu'à Paris, il faut le rappeler, vous rayonnez aussi, vous êtes dans différentes régions de France. Comment se passe justement ce marché immobilier en région sur votre segment? Eh bien, nous sommes dans des régions dans lesquelles la clientèle est très parisienne, hein, que ce soit Deauville, la côte normande, la Provence, la côte d'Azur. Ce marché suit à peu près les grandes tendances parisiennes, peut-être avec un petit peu de retard. Mais globalement, c'est souvent les mêmes clients. Dans le haut et très haut de gamme, ce sont les mêmes clients. Quels sont vos conseils, Charles-Marie, quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? Est-ce que vous avez des fondamentaux, des je crois que, vous savez, on est une activité de service. Et donc, confier son problème, que ce soit une recherche de bien ou une recherche d'acquéreur, à quelqu'un de confiance. Vous savez, aujourd'hui, le marché est devenu très transparent avec Internet, les sites, les portails. Les acquéreurs peuvent trouver facilement ce qu'ils recherchent sur Internet et les vendeurs peuvent trouver facilement les acquéreurs. Or, dans le haut de gamme et a fortiori dans le très haut de gamme, la quasi-totalité des ventes sont intermédiées par des professionnels. Il y a une raison pour cela. Vous mettez
comme je vous le dis souvent, vous mettez dans le salon d'un appartement à vendre monsieur et madame vendeur et monsieur et madame acheteur qui se sont retrouvés par la gardienne, par des amis communs, etc. Ils ont quasiment aucune chance de faire un deal, de se mettre d'accord. Bon. Aucune chance. Ils ont besoin d'avoir des conseils, d'être accompagnés. La valeur ajoutée, aussi le sur-mesure, c'est ce qu'on apporte. C'est une notion de service qui est très importante. La notion de service, et bien sûr. À propos de notion de service, Mel, quels conseils pour aménager différents espaces? Est-ce que vous avez des conseils? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, le coup de cœur. Il faut vraiment marcher là-dessus. Il faut essayer parfois de prendre le risque de sortir de la mode. Parce que voilà, on a des très grosses tendances. Alors bon, on essaie de s'extraire un peu de ça. C'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est bien sûr la lumière. Que ce soit de jour comme de nuit, le travail de la lumière, c'est vraiment la base pour moi de tout. À la fois, on pourrait dire de clarté, travailler sur des espaces lumineux, et aussi travailler sur l'ombre. Parce qu'on a eu tendance, dans ces 20 dernières années, à faire des grands espaces, tout transparents, on a cassé toutes les cloisons, puis on se rend compte qu'on a besoin de recoins, on a aussi besoin parfois d'un petit couloir. Voilà, il faut que les rêves puissent naître dans les coins de petits couloirs. Bon. À propos de confiance, Charles-Marie, je vous pose quand même la question, en matière de fiscalité ou même de politique sur l'immobilier, sur le logement actuellement. Ouh là là. Ah bah écoutez, quand même. Alors, votre sentiment? C'est pas un sentiment, c'est une constatation. Alors, quel constat? Si on parle par exemple du marché parisien, tout est fait. Il y a un faisceau absolument invraisemblable de lois, de réglementations, de jurisprudence qui font, par exemple, que si vous voulez vous loger, si vous cherchez un appartement à louer, en tant que locataire... On n'en trouve pas beaucoup. C'est devenu quasiment impossible, très difficile, et ça va l'être de plus en plus. Et ça ne changera pas, puisque ces lois ont toujours été faites sur des thèmes extrêmement porteurs, sur lesquels le politique qui va revenir dessus n'est pas né. Donc Paris va rester un marché de pénurie, notamment sur le marché locatif. Bon. Paris, ça fait rêver. Ah oui. Julien, vous êtes parisien depuis toujours? Je suis arrivé ici quand j'avais 15 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans cette ville, et effectivement, j'ai la chance de pouvoir me déplacer à pied et traverser ces rues merveilleuses, traverser la place des Vosges jusqu'à mon atelier qui se retrouve au 30 rue du Faubourg Saint-Antoine, qui est le quartier historique des fabricants de meubles. Et donc j'ai une promenade comme ça merveilleuse sous les yeux, et je dois reconnaître, ce matin encore, je m'arrêtais devant une façade d'immeuble devant laquelle je passe tous les jours, que je n'avais jamais remarqué. Et ça, c'est vraiment une merveille. On habite vraiment dans un musée à ciel ouvert, et ça, c'est une bénédiction de tous les jours. Charles-Marie, oui. Oui, vous savez, vous avez vu les taux d'étrangers qui achètent à Paris, notamment dans les biens de qualité. Nous, on ne peut pas dire ça en tant que Français, en tant que Parisiens, mais souvent ils nous disent, mais Paris, c'est la plus belle ville du monde. Alors en ce moment, nous, on est tous à pester contre les travaux, etc., mais c'est ce que nos clients nous disent. Et parmi nos clients, je crois que ça a été affiché, mais on a notamment une partie importante, c'est 25% de nos clients étrangers, ce sont des Américains, et ils sont là depuis toujours. Pour eux, Paris représente beaucoup de choses. Ça représente la culture, ça représente le glamour, ça représente le luxe, ça représente aussi un peu leurs racines, pour beaucoup. Ils sont très attachés à ça, et c'est vrai que si vous comparez par exemple l'immobilier parisien à l'immobilier londonien, on dit que Londres est un marché qui est chaud parce qu'en Angleterre on parle anglais, donc pour les étrangers, tout le monde parle anglais dans le monde, alors que tout le monde ne parle pas français. Il y a un système d'éducation qui est parfaitement adapté à ce que veulent des étrangers qui viennent dans un pays. Il y a beaucoup de choses qui font que Londres est une capitale immobilière. Mais si vous cherchez un beau 250 mètres carrés, par exemple, à Londres, ça va être une échelle de meunier avec des plafonds assez bas, des escaliers étroits, etc. À Paris, nous avons une structure haussmannienne, et avant ça, 17e, 18e siècle. Pour 250 mètres carrés, vous allez avoir un très bel appartement avec une belle hauteur, un grand escalier, tout ça de plein pied, des grandes fenêtres. La qualité du bâti parisien est effectivement assez exceptionnelle.
Pour terminer, tous les deux, vos projets, vos développements, les projets, les expositions, oui, Julien. Donc bien sûr des expositions, des nouveaux produits. Je continue à décliner. Donc la table basse Story va être en table haute. Je m'intéresse aussi très fortement à la filière de la laine en France, qui est un vrai sujet. Là, je vais sortir un tapis de laine 100% made in France, 100% laine naturelle, voilà, tout fabriqué en France à la main, et un tapis sans ajouts de colle qui serait issu du plastique. Enfin voilà. Donc essayer de pousser tous les curseurs au maximum, c'est beaucoup plus compliqué, mais je crois qu'il faut montrer le chemin, il faut montrer que c'est possible, c'est montrer que c'est désirable de mieux faire les choses, d'aller jusqu'au bout du concept et du process le plus pur possible. Très bien. Charles-Marie, des développements chez Daniel Féault, des ouvertures? Oui, bien sûr, on va accompagner... Paris étant ce qu'il est, des quartiers qui n'étaient pas considérés comme des quartiers dans lesquels il y avait beaucoup d'immobilier de luxe se gentrifient, comme on dit, et donc nous accompagnons cet élargissement du domaine de l'immobilier de qualité dans Paris en ouvrant de nouvelles agences à Paris et en proche couronne ouest aussi. Eh bien, merci à tous les deux. Merci d'avoir parlé de ce marché immobilier de rêve et de ce mobilier aussi qui nous fait rêver. Charles-Marie Jotras, merci beaucoup. Merci. Julien Gorias, merci infiniment. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.